Le matin où j'ai compris qu'on me volait ma pension, l'eau du café débordait déjà sur la plaque chauffante et l'odeur âcre du brûlé remplissait la cuisine. Je regardais le relevé bancaire sans vraiment le voir, convaincu d'avoir mal lu. Puis j'ai recompté, lentement, une fois, deux fois. Il manquait exactement la même somme que le mois précédent, et que le mois d'avant encore. Je m'appelle Madeleine Roche, j'ai 72 ans et jusqu'à ce jour-là, je croyais encore que certaines choses étaient intouchables. Ma pension, par exemple. 42 années à travailler comme secrétaire médicale dans un cabinet de quartier à Clermont-Ferrand. Des horaires fixes, des patients difficiles, des médecins pressés, des dossiers à classer jusqu'à ce que les doigts brûlent. Je n'ai jamais été riche, mais je n'ai jamais manqué. J'ai toujours su exactement ce que j'avais, ce que je pouvais dépenser, ce que je devais garder de côté. Ce matin-là, pourtant, quelque chose ne collait pas. La somme versée par la caisse de retraite était bien là. Le virement apparaissait clairement, daté du premier du mois. Mais quelques lignes plus bas, un débit automatique, net, propre, sans commentaire inutile. Une somme ronde, précise, presque élégante dans sa façon de disparaître. Ce n'était pas une erreur, c'était régulier, méthodique. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai pensé à une taxe, à un prélèvement exceptionnel, à une augmentation quelconque dont j'aurais oublié l'existence. À mon âge, on accepte facilement l'idée d'avoir raté une information. C'est plus confortable que d'imaginer autre chose. J'ai appelé la banque. La jeune femme au bout du fil avait une voix douce, professionnelle, trop entraînée pour paraître inquiète. Elle a vérifié mon dossier, m'a demandé de patienter, puis est revenue avec un ton parfaitement neutre. Le prélèvement était autorisé, en place depuis plusieurs mois, validé par un mandat signé par moi. Je lui ai dit que c'était impossible. Elle n'a pas insisté. Elle m'a simplement rappelé la date, le document, la procédure. Tout était en règle, le genre de phrase qui vous tombe dessus comme une porte qu'on referme. J'ai raccroché sans la remercier. La cuisine me paraissait soudain trop petite, trop silencieuse. Je me suis assise à la table, celle que mon mari et moi avions achetée après le remboursement du crédit, quand la maison nous semblait enfin vraiment à nous. Paul est mort il y a 9 ans. Depuis, j'ai appris à vivre avec des silences plus lourds que d'autres. Mais celui-là était différent. Il avait un goût de trahison, même si je n'osais pas encore lui donner ce nom. Le mandat, la signature. J'ai fini par me souvenir. C'était un après-midi d'hiver, il y a presque un an. Mon fils Étienne était passé me voir. Il avait parlé de simplifier les choses, d'éviter les tracas administratifs, de me soulager. J'étais fatiguée ce jour-là. J'avais mal dormi. Il avait posé les papiers devant moi, expliqué rapidement. J'avais signé, confiante, presque soulagée de ne plus avoir à m'occuper de tout. Je me suis levée lentement. J'ai ouvert le classeur bleu où je rangeais encore mes documents. Par habitude plus que par nécessité. Tout était à sa place, trop bien rangé pour quelqu'un qui aurait voulu cacher quelque chose. C'est là que j'ai compris que le problème ne venait pas d'un oubli ou d'une erreur. Le problème venait du fait que je n'avais pas posé de questions, que j'avais cru parce que c'était plus simple. J'ai regardé l'horloge au mur. 10h17, Étienne serait déjà au travail. Sa femme, Sandrine, probablement à la maison. J'ai pensé à les appeler. Puis non, pas encore. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de peur, juste une clarté froide, presque douloureuse. Quelque chose m'avait été pris, pas seulement de l'argent, quelque chose de plus discret, de plus profond, et je savais que ce n'était que le début. Je n'ai appelé personne ce jour-là. J'ai fait ce que je faisais toujours quand quelque chose me troublait. J'ai rangé la cuisine, essuyé la table, vidé l'évier, comme si remettre de l'ordre autour de moi pouvait clarifier ce qui se passait dans ma tête. Mais plus je bougeais, plus les souvenirs remontaient, précis, dérangeants. Étienne n'avait jamais été un enfant difficile, calme, raisonnable, sérieux trop tôt. Après la mort de son père, il avait pris l'habitude de parler à ma place, de répondre pour moi quand les gens posaient des questions. Au début, ça m'avait rassurée. Je me disais que j'avais bien fait de l'élever comme ça, responsable, attentif. Puis c'était devenu normal, trop normal. Le jour où il m'avait parlé de simplifier mes finances, je me souviens avoir hoché la tête avant même qu'il ait fini ses phrases. Il était assis exactement à la même place qu'aujourd'hui, à la table, le dos droit, le regard concentré. Sandrine était là aussi, silencieuse, son téléphone à la main, levant parfois les yeux pour sourire poliment. Il parlait de prêt, de prélèvement, de gestion, de sécurité.
Des mots lisses, sans aspérité, faits pour ne pas inquiéter. Je n'avais pas demandé pourquoi, ni combien, ni à quoi serviraient exactement ces virements. J'avais signé parce que je leur faisais confiance, parce que c'était mon fils, parce que quelque part, j'avais peur qu'on me prenne pour une vieille femme dépassée si je posais trop de questions. En y repensant, certains détails me revenaient avec une netteté cruelle. Les petites remarques de Sandrine sur mes dépenses, ses sourires quand je disais que je n'avais besoin de rien, sa façon de parler de notre argent en incluant le mien dans le même souffle que le leur. À l'époque, j'avais mis ça sur le compte de la maladresse. Aujourd'hui, ça prenait une autre couleur. Je me suis assise dans le salon, face à la fenêtre. Dehors, la rue continuait sa vie sans moi. Les voisins partaient au travailler, les voitures passaient, indifférentes. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter. Les dates, les montants, mois après mois. Plus j'écrivais, plus la réalité devenait évidente. Ce n'était pas ponctuel, ce n'était pas temporaire, c'était installé, organisé, pensé pour durer. Une colère sourde et montée, lente, maîtrisée. Pas une explosion, quelque chose de plus dense, plus froid. On ne m'avait pas demandé mon avis. On avait décidé pour moi. Et pire encore, on avait jugé que je ne remarquerais pas. Ou que, si je remarquais, je ne dirais rien. Je me suis surprise à sourire, un sourire bref, sans joie. Il me connaissait mal. J'ai repris le téléphone et j'ai rappelé la banque. Cette fois, j'ai posé des questions précises sur les délais, sur les possibilités, sur ce qui pouvait être modifié et comment. La conseillère a changé de ton, plus attentive. Elle a expliqué que certaines décisions m'appartenaient toujours, que rien n'était irréversible. Quand j'ai raccroché, il était presque midi. J'ai préparé quelque chose de simple à manger, sans vraiment y toucher. Mon esprit travaillait ailleurs. Une certitude s'imposait doucement. Avant de parler à Étienne ou à Sandrine, je devais comprendre exactement ce que j'avais entre les mains et ce que je pouvais reprendre. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie vieille, je me suis sentie lucide. Et cette lucidité avait un prix. J'ai attendu 2 jours avant de les appeler. Pas par hésitation, mais parce que je voulais entendre ma propre voix rester calme quand je parlerai. La colère mal maîtrisée fait dire des choses qu'on regrette. Moi, je ne voulais rien regretter. Étienne a décroché au 3e appel. Sa voix était pressée, comme toujours. Il m'a demandé si tout allait bien, sur ce ton neutre qu'on utilise quand on espère que la réponse sera courte. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir. Pas longtemps, juste pour parler. Il a hésité, puis a proposé de passer en fin d'après-midi. Avec Sandrine, j'ai accepté. Ils sont arrivés vers 17h30. Sandrine est entrée la première, un sourire déjà prêt sur le visage, comme un masque qu'on met avant de franchir un seuil. Étienne l'a suivi, regardant autour de lui, évaluant. Je les ai fait asseoir à la table de la cuisine. La même table, le même endroit que l'hiver dernier. J'ai servi du café. Les gestes étaient mécaniques. Je savais exactement ce que j'allais dire, mais je voulais commencer doucement. J'ai parlé de banalité, de la météo, du voisin du dessus, de rien en réalité. Sandrine a jeté un œil à sa montre. Étienne a fini par me demander ce qu'il y avait. Alors, j'ai posé le relevé bancaire sur la table, sans le pousser vers eux. Juste là, entre nous, j'ai dit que j'avais remarqué les prélèvements, que je voulais comprendre, pas accuser, comprendre. Le silence qui a suivi n'était pas un silence surpris, c'était un silence calculé. Étienne a échangé un regard avec Sandrine. Elle a pris la parole la première d'une voix douce, presque pédagogique. Elle a parlé de charge, d'organisation, de ce qu'il faisait des pour mon bien. Elle a dit que je n'avais pas à m'inquiéter, que tout était sous contrôle. J'ai demandé combien. Étienne a soupiré comme si je compliquais inutilement une chose simple. Il a parlé d'un montant raisonnable, d'une aide temporaire, d'un équilibre familial. Il n'a jamais prononcé le mot pension, ni le mot argent, seulement des formules vagues, rassurantes, vides. Je leur ai dit que je voulais arrêter. Sandrine a souri un peu moins. Étienne s'est raidi. Il m'a expliqué que ce n'était pas si simple, que des engagements avaient été pris, que changer maintenant serait compliqué. Il a parlé de timing, de responsabilité, comme s'il s'adressait à une enfant capricieuse. Je lui ai rappelé que c'était mon compte, ma retraite. Il a haussé les épaules. Pas violemment, pire, avec indifférence. Il a dit que de toute façon je n'avais pas vraiment besoin de tout cet argent, que j'avais la maison,
que je vivais seule, que je ne manquais de rien. Sandrine a ajouté d'un ton faussement compatissant qu'à mon âge, il valait mieux éviter de gérer trop de choses, que le stress n'était pas bon pour moi, qu'il faisait ça pour m'épargner. Je les ai regardés tour à tour. J'ai vu dans leurs yeux quelque chose que je n'avais jamais voulu nommer jusque-là. Pas de la méchanceté franche, quelque chose de plus banal, une certitude tranquille, celle que j'étais devenue secondaire, un élément à gérer, une ligne dans un tableau. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit que je voulais récupérer le contrôle, que je souhaitais que les prélèvements cessent. Immédiatement. Étienne a ri, un rire bref, nerveux. Il m'a dit que je dramatisais, que je finirais par comprendre, que ce n'était pas le moment de faire des histoires. À cet instant précis, quelque chose s'est fermé en moi, définitivement. J'ai compris qu'il ne m'écoutait pas, qu'il n'avait jamais eu l'intention de le faire. Quand ils sont repartis, Sandrine m'a embrassée sur la joue. Étienne m'a dit de me reposer. La porte s'est refermée derrière eux et la cuisine est redevenue silencieuse. Je suis restée debout longtemps, les mains posées sur la table, puis j'ai rangé les tasses, lentement, avec une précision presque apaisante. Ils pensaient que la discussion était close. Moi, je savais qu'elle ne faisait que commencer. Le lendemain de leur visite, rien n'avait changé. Et c'est précisément ce qui m'a le plus troublée. Je m'attendais à un appel, à un message, à une tentative d'arrangement. Il n'y eut rien, pas même une question pour savoir si j'allais bien. Comme si la discussion de la veille avait été classée dans un tiroir, rangée sous une étiquette définitive, affaire réglée. Ce silence m'a d'abord semblé lourd, presque menaçant, puis j'ai compris qu'il était surtout révélateur. Les jours suivants, j'ai continué à vivre normalement. J'allais au marché le mercredi matin, je saluais les mêmes commerçants, je rentrais avec mon cabas trop lourd pour mon poignet gauche. À l'extérieur, rien n'avait bougé. À l'intérieur, en revanche, tout était différent. Chaque geste me paraissait observé, évalué, comme si je découvrais soudain une pièce cachée dans ma propre maison. Le troisième jour, Sandrine est passée à l'improviste. Elle n'a pas appelé avant. Elle a sonné, sourire prêt, sac à la main, comme si elle venait prendre le thé. Elle a regardé autour d'elle en entrant, exactement comme Étienne le faisait. J'ai remarqué ce détail cette fois-ci. Elle m'a parlé du prix de l'électricité qui augmentait, des courses qui coûtaient de plus en plus cher, de leur voiture qui leur posait des problèmes. Elle n'a pas mentionné l'argent directement, mais chaque phrase y menait. Elle parlait vite, sans me laisser le temps d'intervenir, comme si le simple fait de m'occuper l'esprit suffisait à remettre les choses en place. Quand j'ai évoqué, calmement, ma demande de la veille, son visage s'est fermé, pas brusquement, lentement. Elle m'a dit qu'Étienne était très stressé en ce moment, que ce genre de discussion le perturbait, que je devais faire attention à ce que je disais. Faire attention, ce n'était plus une suggestion, c'était un avertissement déguisé. Elle a ajouté que j'avais toujours été quelqu'un de raisonnable, qu'il serait dommage de créer des tensions inutiles pour à mon âge. Elle a posé sa main sur la mienne, un geste qui se voulait affectueux, mais qui m'a donné l'impression d'être retenue. Je lui ai retiré doucement ma main. Je lui ai dit que je comprenais leurs difficultés, mais que mes finances ne leur appartenaient en pas, que je n'avais jamais donné mon accord pour une aide permanente, que je souhaitais simplement reprendre ce qui m'appartenait. Elle a soupiré, puis elle a dit quelque chose qui m'a glacée. Elle m'a rappelé que j'avais signé, que légalement tout était clair, que revenir en arrière serait compliqué, long, fatigant. Elle m'a parlé de démarches, de rendez-vous, de papiers, comme si elle savait déjà que je n'aurais pas l'énergie de les affronter. À ce moment-là, j'ai compris qu'il comptait sur mon épuisement, sur mon renoncement, sur cette fatigue sourde que l'on associe trop facilement à l'âge. Après son départ, je suis restée longtemps assise, sans bouger. J'ai repensé à chaque fois où j'avais cédé par facilité, à chaque fois où j'avais laissé faire pour éviter un conflit. Ce n'était pas de grands sacrifices, juste une accumulation de petites concessions. Et voilà où elle m'avait eu menée. Le soir même, Étienne m'a appelée. Son ton était sec. Il m'a reproché de mettre Sandrine mal à l'aise, de compliquer des choses simples. Il m'a dit que j'étais injuste, que je pensais seulement à moi. J'ai écouté sans l'interrompre, puis je lui ai dit, pour la première fois, que je me sentais utilisée. Il a ri encore. Il m'a répondu que je me faisais des idées, que tout le monde faisait des efforts, que c'était normal dans une famille.
Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé le téléphone sur la table et je l'ai regardé comme un objet étranger. Une pensée claire, presque apaisante, s'est imposée à moi. Ils n'avaient pas l'intention de changer, ils ne lâcheraient rien de leur plein gré. Ce soir-là, j'ai ressorti le carnet où j'avais noté les montants. J'ai ajouté une nouvelle colonne. Date, somme, réaction, pas pour me plaindre, pour comprendre, pour me préparer. Ils croyaient que je finirais par me taire. Ils ignoraient que cette fois, je regardais tout. Le vrai basculement n'est pas venu d'une grande scène, il est arrivé un samedi matin, de façon presque banale. Étienne m'avait demandé de passer chez eux pour garder leur fille quelques heures. Ils avaient un rendez-vous important. J'ai accepté sans réfléchir. Malgré tout, c'était encore mon fils. Et puis je voulais voir de mes propres yeux comment il vivait, comment l'argent que je ne voyais plus apparaissait ailleurs. Leur appartement était lumineux, moderne, impeccablement rangé. Trop rangé pour une maison avec un enfant. Rien ne traînait, tout semblait choisi, calculé. Sandrine m'a accueillie avec ce même sourire maîtrisé, m'a expliqué rapidement où se trouvait le goûter, puis m'a demandé si je pouvais aussi plier un peu de linge, si j'avais le temps. Elle a dit ça naturellement, comme une évidence. J'ai gardé leur fille en silence pendant qu'ils se préparaient. Dans la chambre, en ouvrant une armoire pour prendre un pull, j'ai vu les vêtements. Des marques que je ne connaissais que de nom. Des sacs encore emballés, des chaussures alignées, neuves. J'ai senti quelque chose se serrer en moi, lentement. Ce n'était pas de la jalousie. C'était un calcul qui se faisait tout seul. Dans la cuisine, sur le plan de travail, un courrier était posé. Une facture d'un magasin d'électroménager haut de gamme, une machine à café dont le prix dépassait ce que je dépensais en nourriture sur 2 mois. Personne n'avait pris la peine de la cacher. Quand Étienne est passé devant moi, je lui ai demandé d'un ton neutre comment allaient leurs finances. Il a répondu que c'était compliqué en ce moment, sans me regarder. Puis il a ajouté, presque machinalement, que sans l'aide familiale, il ne s'en sortirait pas. Aide familiale. J'ai répété ces 2 mots dans ma tête pendant qu'il enfilait sa veste. Sandrine est apparue dans l'encadrement de la porte et a précisé, comme pour conclure, que j'étais chanceuse de pouvoir encore participer à leur équilibre, que beaucoup de parents âgés n'avaient eu plus cette utilité. Ce mot-là, utilité, il est resté suspendu dans l'air. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement hoché la tête. À ce moment précis, j'ai compris ce que j'étais devenue pour eux. Pas une mère, pas une grand-mère, une ressource, une ligne stable dans un budget instable, quelque chose qu'on exploite tant que ça fonctionne. Quand ils sont partis, j'ai joué avec leur fille. Je lui ai lu une histoire, je lui ai donné son goûter. Elle riait, insouciante. Elle n'avait rien à voir avec tout ça. C'est ce qui rendait la situation encore plus insupportable. En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon courrier. Le nouveau relevé bancaire était arrivé. Le prélèvement était passé, exactement comme les autres fois, à la même date, sans hésitation. Je me suis assise, très droite. J'ai posé le relevé à côté du carnet. Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère, juste une certitude nette, presque froide. Il ne me voyait de plus comme une personne capable de décider. Il m'avait tout rangé dans une catégorie pratique, celle des gens qu'on gère à leur place. Ce soir-là, je n'ai pas dormi, pas parce que j'étais bouleversée, mais parce que mon esprit travaillait avec une précision nouvelle. Chaque parole, chaque regard, chaque détail trouvait enfin sa place. Ils avaient franchi une limite sans s'en rendre compte. Et moi, je venais de comprendre que demander ne servirait plus à rien. Le déclic ne s'est pas fait dans la colère. Il s'est fait dans le silence, celui qui suit une évidence trop longtemps repoussée. Le dimanche matin, je me suis réveillée tôt. La maison était encore plongée dans une pénombre grise, celle qui précède le lever du jour. Je suis restée allongée quelques minutes, à écouter le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Chaque seconde semblait marquer quelque chose de définitif. Je n'étais plus dans l'attente, j'étais dans la décision. Je me suis levée sans allumer la radio, sans ouvrir les volets. J'ai préparé mon café lentement, méthodiquement. Aucun geste n'était fébrile. J'avais la sensation étrange d'être plus calme que je ne l'avais été depuis des années, comme si tout ce qui me pesait jusque-là venait enfin de trouver un nom. Je n'étais pas ingrate, je n'étais pas égoïste, je n'étais pas difficile, j'étais dépossédée. Cette pensée m'a traversée avec une netteté presque brutale. Ce qu'ils avaient pris n'était pas seulement une somme mensuelle,
C'était le droit de décider, le droit de dire non, le droit de rester adulte jusqu'au bout, et ce droit-là, je ne l'avais jamais donné consciemment. Je suis allée chercher une vieille boîte en fer que je gardais au fond d'un placard. À l'intérieur, il y avait des papiers que je n'ouvrais presque jamais. Mon livret de famille, l'acte de décès de Paul, des contrats anciens, et cette sensation persistante d'avoir toujours tout fait correctement. En les feuilletant, j'ai ressenti une pointe d'amertume. J'avais passé ma vie à respecter les règles, à faire confiance, à éviter les conflits. Et c'était précisément ce qui m'avait menée là. Je me suis assise à la table avec le carnet. J'ai relu toutes les notes que j'y avais consignées, les dates, les montants, les phrases prononcées par Étienne et Sandrine. Ce n'était plus une accumulation confuse, c'était un schéma clair, répétitif, calculé. À cet instant, j'ai cessé d'espérer un changement de leur part. Ils n'allaient pas reconnaître une faute qu'ils ne considéraient même pas comme telle. Dans leur esprit, tout était logique. J'avais de l'argent, ils en avaient besoin. La conclusion leur semblait naturelle. Mon avis n'entrait plus dans l'équation. Je me suis surprise à ressentir quelque chose d'inattendu. Un soulagement. Plus besoin de négocier. Plus besoin d'expliquer. Plus besoin d'attendre qu'on me comprenne. La situation était enfin claire et cette clarté me rendait plus forte que je ne l'aurais cru. J'ai pris mon téléphone, puis je l'ai reposé. Pas encore, pas de confrontation, pas de justification. Ils avaient parlé assez pour révéler ce qu'ils pensaient réellement. Désormais, c'était à moi d'agir. Dans l'après-midi, je suis sortie marcher. L'air était froid, sec, presque mordant. Les gens passaient à côté de moi sans me voir, comme toujours, et pourtant, je marchais différemment. Plus droite, plus attentive. Chaque pas était une affirmation silencieuse. Je n'avais plus l'intention de demander quoi que ce soit. Je n'avais plus l'intention d'expliquer quoi que ce soit. Je savais désormais une chose avec certitude. Si je voulais récupérer ce qui m'appartenait, je devais le faire sans leur laisser le temps de réagir, sans bruit, sans émotion, sans avertissement. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai noté une dernière phrase dans le carnet, une phrase simple, sans colère ni reproche. Ils pensent donc que je suis trop fatiguée pour agir. J'ai refermé le carnet et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Le lundi matin, je suis sortie de chez moi plus tôt que d'habitude. Pas pour faire des courses, pas pour marcher. J'avais mis mon manteau sombre, celui que je réservais autrefois aux rendez-vous importants, et rangé soigneusement le carnet dans mon sac. Il n'y avait plus de place pour l'improvisation. La banque ouvrait à 9 heures. J'étais devant la porte à 8h45. À l'intérieur, tout était calme, impersonnel, rassurant. Les gens faisaient au la queue sans se regarder. Personne ne savait ce que je venais faire. Et c'était exactement ce que je voulais. J'ai expliqué à l'agent d'accueil que je souhaitais parler à un conseiller pour une question de compte. Rien de plus, rien d'alarmant. La femme qui m'a reçue devait avoir la trentaine. Elle m'a appelé par mon nom avec ce sourire professionnel qu'on offre sans réfléchir. Je lui ai rendu un sourire tout aussi neutre. J'ai sorti mes papiers, lentement, méthodiquement. Carte d'identité, relevé, mandat signé. Je n'ai pas parlé de trahison, ni de famille, ni d'émotion. J'ai simplement posé des questions, précises, calmes, sur ce que je pouvais modifier, sur ce qui dépendait encore de moi, sur les délais et sur les conséquences. Plus elle répondait, plus une évidence se dessinait. Malgré ce qu'Étienne et Sandrine semblaient en croire, je n'avais pas disparu du système, je n'étais pas devenue invisible, j'existais toujours légalement. Et tant que j'étais lucide, tant que je signais moi-même, certaines décisions m'appartenaient encore entièrement. La conseillère a fini par me dire que je pouvais ouvrir un nouveau compte, que ma pension pouvait y être versée directement, que les prélèvements automatiques ne suivraient pas, sauf si je les autorisais à nouveau. Je lui ai demandé combien de temps cela prendrait. Quelques jours, une semaine tout au plus, je l'ai remercié. Pas avec reconnaissance, avec respect, celui qu'on accorde à quelqu'un qui fait simplement son travail sans vous juger. En sortant de la banque, l'air froid m'a saisie, mais je me sentais étrangement légère. L'après-midi, je me suis rendue chez le notaire. Pas celui que connaissait Étienne. Un autre, un homme plus âgé, aux gestes mesurés, qui m'a écouté sans m'interrompre. Je n'ai pas dramatisé, j'ai exposé les faits, les documents, les montants, les signatures. Il a hoché la tête plusieurs fois, lentement. Il m'a dit que je n'étais pas la première,
que les abus prenaient rarement une forme brutale, qu'ils s'installaient par petites concessions. Il m'a confirmé que rien ne m'empêchait de reprendre la main, que prévenir ma famille n'était pas une obligation. Cette phrase est restée suspendue entre nous. En rentrant chez moi, j'ai pris le temps de tout relire, chaque document, chaque ligne, chaque clause. Je voulais savoir exactement où je mettais les pieds, pas pour me défendre, pour agir proprement. Le soir, Étienne m'a appelé. Il voulait savoir si tout allait bien. Sa voix était faussement légère. J'ai répondu que oui, que j'étais un peu occupée, rien de plus. Il n'a rien soupçonné. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, tout était figé. Il croyait que je finirais par me fatiguer, par céder comme avant. Quand j'ai raccroché, j'ai noté une nouvelle phrase dans le carnet. Ne rien dire, ne rien expliquer. Agir. Ce n'était plus une question de courage, c'était une question de timing. Le changement s'est fait un mardi, sans tension, sans urgence apparente. Un jour ordinaire, exactement comme je l'avais prévu. Je me suis levée à la même heure que d'habitude. J'ai ouvert les volets, préparé mon café, nourri le chat de la voisine qui passait parfois par ma fenêtre. Aucun geste ne trahissait ce que j'avais décidé. C'était important. La normalité était mon meilleur camouflage. À 9h30, je suis retournée à la banque. La même agence, la même porte vitrée. Cette fois, je n'ai pas attendu. La conseillère m'a reconnue immédiatement. Elle m'a saluée, surprise peut-être de me revoir si vite, mais elle n'a rien dit. Elle m'a fait signe de m'asseoir. J'ai posé mon sac sur mes genoux et sorti les documents déjà préparés. Tout était prêt depuis la veille, les formulaires remplis, les signatures vérifiées. Je n'avais rien laissé au hasard, pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que je ne voulais dépendre de personne à ce moment-là. Elle m'a expliqué chaque étape une dernière fois. Ouvrir un nouveau compte, y transférer la pension, laisser l'ancien actif mais sans entrée. Les prélèvements automatiques continueraient d'exister mais sans matière. Un robinet ouvert sur un tuyau vide. Quand elle m'a demandé si je souhaitais prévenir les bénéficiaires des prélèvements, j'ai simplement répondu non, d'une voix calme, presque douce. Elle a levé les yeux vers moi, une fraction de seconde, puis elle a hoché la tête et continué. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de triomphe, pas de peur, une sensation de reprise. Comme lorsqu'on récupère un objet qu'on croyait perdu et qu'on s'aperçoit qu'il a toujours été à portée de main. La pension serait versée sur le nouveau compte dès le mois suivant. Pour le reste, il n'y avait rien à faire. Attendre, laisser le système fonctionner, ou plutôt se dérégler pour ceux qui pensaient à le contrôler. En sortant de la banque, j'ai pris un chemin différent de d'habitude, pas par précaution, par envie. Le ciel était clair, l'air froid mais sec. J'ai marché lentement, observant les vitrines, les gens, les détails que je n'avais jamais vraiment pris le temps de regarder. Je me sentais présente, entièrement. L'après-midi, j'ai rangé mes papiers, j'ai classé les anciens relevés, séparé ce qui concernait l'ancien compte de ce qui relevait du nouveau. Tout était propre, net, irréversible. J'ai même pris le temps de détruire certaines copies inutiles, pas par peur, par clarté. Étienne ne m'a pas appelé ce jour-là, ni le lendemain. Sandrine non plus. Leur silence me confirmait ce que je savais déjà. Ils ne vérifiaient jamais vraiment. Ils prenaient, ils supposaient. Il considérait l'argent comme acquis. Le soir, j'ai dîné seule, comme souvent. Mais quelque chose avait changé. Chaque bouchée avait un goût plus précis. Chaque bruit semblait plus net. Je n'étais plus dans l'attente d'un appel, d'une réaction, d'un accord. J'étais en avance sur eux. Avant de me coucher, j'ai sorti le carnet une dernière fois. J'ai relu toutes les pages, les doutes, les humiliations, les phrases prononcées sans y penser, mais qui avaient laissé des traces profondes. Puis j'ai écrit, lentement, sans rature, le compte est changé. Ils ne le savent pas encore. Je me suis arrêtée là. Pas de point d'exclamation, pas de justification. La phrase suffisait. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans rêves agités, sans nœuds dans l'estomac, comme si mon corps avait compris avant moi que quelque chose d'essentiel venait de se remettre à sa place. Je savais que la suite ne serait pas silencieuse, mais pour la première fois, le silence jouait en ma faveur. Les premiers jours ont passé sans le moindre signe. Aucun appel, aucun message, rien. C'était presque déconcertant. Je m'étais préparée à une réaction rapide, à une agitation immédiate, mais le monde ne s'était pas effondré.
La maison restait calme, les matinées identiques, le marché toujours à la même place le mercredi. Je continuais à vivre, simplement, tandis que quelque chose d'invisible se mettait lentement en mouvement ailleurs. Le prélèvement devait tomber le 5e du mois. Je le savais. Eux aussi sans doute. Ce genre de date finit par s'imprimer dans le corps, comme une habitude qu'on n'interroge plus. J'ai regardé le calendrier sans émotion particulière. Pas d'impatience, pas d'angoisse, juste une attente lucide. Le 5e est arrivé. Rien. Je l'ai su sans même vérifier. Il y avait dans l'air une légèreté nouvelle, presque imperceptible, mais réelle. J'ai tout de même consulté mon nouveau compte en fin de matinée. La pension était là, intacte. Pour la première fois depuis des mois, aucune ligne en dessous, aucun débit automatique, rien à expliquer, rien à corriger. Je me suis assise et j'ai laissé passer quelques minutes. Pas pour savourer une victoire, mais pour observer ce que je ressentais réellement. Ce n'était pas de la joie, c'était une forme de calme profond, comme si une pression constante venait enfin de disparaître. La journée s'est déroulée sans incident. J'ai préparé le déjeuner, lu un peu, rangé des placards que je repoussais depuis des semaines. Des gestes simples, mais accomplis avec une attention nouvelle. Chaque décision, même minuscule, me semblait plus nette. Le lendemain, toujours rien. Ce n'est que le surlendemain que le téléphone a sonné. C'était Étienne. Sa voix était différente, pas agressive, pas encore. Il a commencé par des banalités, comme s'il voulait vérifier que je répondais normalement. Puis, il a marqué une pause trop longue pour être anodine. Il m'a demandé d'un ton faussement détaché si tout allait bien de mon côté. Je lui ai répondu que oui. Il a hésité, puis il a évoqué un souci technique, un petit problème bancaire. Il a parlé d'un retard, d'une erreur possible. Il m'a demandé si je n'avais rien remarqué d'inhabituel. Je n'ai pas menti, je lui ai dit que j'avais bien reçu ma pension. Un silence s'est installé, plus lourd que les précédents. Il a repris la parole, plus vite cette fois. Il m'a demandé si le virement automatique avait bien été effectué. Je lui ai répondu que je n'avais rien changé de mon côté qui concerne leur compte. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Il a soufflé, agacé. Il m'a dit qu'il vérifierait, que ce devait être un dysfonctionnement temporaire. Sa voix trahissait une tension qu'il essayait de contenir. Avant de raccrocher, il m'a rappelé, presque machinalement, que certaines charges dépendaient de cette somme, que ce genre d'imprévu pouvait mettre des gens en difficulté. Je lui ai souhaité une bonne journée. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée un moment immobile, le téléphone posé à côté de moi. Je n'éprouvais aucune culpabilité. Juste la confirmation que j'avais vu juste. Ils n'avaient pas demandé si j'allais bien. Ils avaient vérifié si l'argent arrivait. Dans l'après-midi, Sandrine a envoyé un message. Court, sec. Elle parlait d'un problème sérieux, d'une situation urgente. Elle me demandait si je pouvais rappeler rapidement. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai relu le message plusieurs fois. Chaque mot était pesé pour provoquer une réaction. Urgence, problème, sérieux. Rien sur moi, rien sur ma décision, seulement l'attente que je répare ce qui, selon eux, venait de se casser. J'ai fini par répondre, simplement, que je n'étais pas disponible dans l'immédiat. La réponse ne s'est pas fait attendre. Elle m'a demandé si j'avais fait quelque chose sans les prévenir. La question était brutale, presque accusatrice, comme si le simple fait d'agir sans leur accord constituait une faute. Je n'ai pas répondu non plus. Le soir est tombé avec une lenteur inhabituelle. J'ai fermé les volets, allumé une lampe, préparé mon dîner. Dehors, la ville continuait sa vie. Chez eux, je le savais, quelque chose s'agitait. Les chiffres ne correspondaient plus. Les certitudes vacillaient. Avant de me coucher, j'ai ouvert le carnet. J'ai noté la date, le premier appel, le message, les mots exacts utilisés. Pas par rancune, par méthode. Il venait de comprendre que quelque chose avait changé, mais il n'avait pas encore compris quoi. Le lendemain matin, le téléphone a sonné à 7h30. Pas un appel prudent, pas une vérification. Une sonnerie insistante, répétée, comme si le silence lui-même devait céder. C'était Sandrine. Je n'ai pas décroché tout de suite. Je suis restée assise sur le bord du lit, à écouter la sonnerie s'interrompre, puis recommencer. Quand j'ai finalement répondu, je l'ai fait sans hâte, la voix posée, encore légèrement voilée par le sommeil. Elle n'a pas pris la peine de me demander comment j'allais. Elle m'a dit qu'ils avaient un problème, un vrai, que le compte ne s'était pas alimenté comme prévu,
qu'un prélèvement essentiel avait été rejeté. Elle parlait vite, trop vite, comme si chaque seconde sans réponse aggravait la situation. Je l'ai laissée parler. Elle a évoqué le loyer, les assurances, une échéance qu'il ne pouvait pas repousser. Puis en conscient, saisant qui, sans transition, elle m'a demandé ce que j'avais fait. Pas si j'avais fait quelque chose, ce que j'avais fait. Je lui ai répondu que j'avais pris une décision concernant mes finances. Rien de plus. Le silence à l'autre bout du fil a été bref mais chargé. Puis sa voix est revenue, plus dure. Elle m'a rappelé que ce genre de changement avait des conséquences, que prévenir aurait été la moindre des choses, que ce n'était pas correct. Correct, je lui ai dit que je n'avais enfreint aucune règle, que je n'avais retiré aucun argent à qui que ce soit, que j'avais simplement récupéré ce qui m'appartenait. Elle a ri, un rire sec, nerveux. Elle m'a accusé de les mettre en difficulté volontairement, de les prendre en otage. Elle a parlé de famille, de solidarité, de loyauté. Des mots lourds, jetés comme des reproches. Je lui ai demandé calmement quand avait été la dernière fois qu'on m'avait demandé mon avis. Elle n'a pas répondu. Elle a changé de stratégie. Elle a parlé d'Étienne, de son stress, de sa fatigue, de ce que cette situation lui faisait subir, comme si le mal-être de mon fils justifiait tout le reste. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé le téléphone et je suis restée quelques instants immobile. Mon cœur battait plus vite, mais ce n'était pas de la peur, c'était l'adrénaline d'un affrontement attendu. À peine une heure plus tard, Étienne a appelé. Sa voix n'avait plus rien de détaché. Il était en colère, une colère mal contenue, mêlée d'incrédulité. Il m'a demandé comment j'avais pu faire ça sans les prévenir. Il a dit que ce n'était pas honnête, que ce n'était pas normal. Je lui ai rappelé posément que je lui avais demandé d'arrêter les prélèvements, qu'il avait ri, qu'il m'avait dit que ce n'était pas le moment. Il a nié, puis il a minimisé, puis il a attaqué. Il m'a accusé de me venger, de chercher à les punir. Il m'a dit que je savais très bien qu'il comptait sur cet argent, que j'avais créé un déséquilibre volontairement. Je lui ai répondu que le déséquilibre existait depuis longtemps, qu'il reposait simplement sur moi et que j'avais décidé d'y mettre fin. Il a élevé la voix. Il m'a parlé de sacrifice, de tout ce qu'ils faisaient, de leur vie compliquée. Il m'a demandé si je me rendais compte des conséquences. Je lui ai posé une question simple, une seule. Et toi, est-ce que tu t'es déjà demandé quelles étaient les conséquences pour moi? Il n'a pas répondu tout de suite, puis il a dit que je dramatisais, que je vivais seule, que j'avais largement de quoi vivre, que je ne risquais rien. Ces mots-là ont tout confirmé. Je lui ai dit que je ne discuterais plus de ça au téléphone, que mes décisions financières ne se négociaient pas sous pression, que s'il souhaitait en parler calmement, ce serait autrement. Il a raccroché sans dire au revoir. Le reste de la journée a été ponctué de messages. Certains venaient de Sandrine, d'autres d'Étienne. Ils alternaient reproches, appels à la raison, tentatives de culpabilisation. Aucun ne contenait une excuse. Aucun ne reconnaissait ce qui m'avait été fait. Je n'ai répondu à aucun. En fin d'après-midi, je me suis assise près de la fenêtre. Le soleil déclinait lentement. Je me sentais fatiguée. Oui, mais pas affaiblie. C'était une fatigue claire, honnête, celle qu'on ressent après avoir tenu bon. Ils avaient compris que l'argent ne venait plus. Ils venaient surtout de comprendre qu'ils n'avaient plus de contrôle. Et ce qu'ils feraient ensuite, je le savais déjà, ne serait pas élégant. La pression n'est pas montée d'un coup. Elle s'est installée comme une humidité sourde, insidieuse, qui pénètre sans bruit et finit par tout imprégner. Le deuxième jour après les appels, Sandrine s'est présentée chez moi sans prévenir. J'ai vu sa voiture se garer depuis la fenêtre. Elle était restée quelques secondes à l'intérieur, téléphone à la main, avant de sortir. Elle avait ce pas décidé qu'elle utilisait quand elle pensait avoir raison. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Pas par jeu, par principe. Quand j'ai enfin déverrouillé la porte, elle était déjà prête à parler. Elle est entrée sans attendre mon invitation. Elle a commencé par dire qu'ils étaient très inquiets, que la situation devenait grave, que certaines choses ne pouvaient pas attendre. Elle parlait comme on parle à quelqu'un qu'on considère responsable d'un dysfonctionnement. Pas à une mère, je lui ai proposé de s'asseoir. Elle a refusé, elle préférait rester debout, dominante, pressée. Elle m'a dit que ce que j'avais fait était dangereux, pas pour moi, pour eux. Elle m'a expliqué qu'ils avaient construit un équilibre autour de cette somme, qu'ils avaient pris des engagements, qu'on ne changeait pas les règles sans prévenir.
Je l'ai regardé longuement avant de répondre. Puis, je lui ai demandé quand cet équilibre avait été discuté avec moi. Elle a soupiré. Elle m'a dit que je revenais toujours à la même chose, que je m'accrochais à des détails, que ce qui comptait, c'était la famille. Puis elle a prononcé une phrase qui a tout figé. Elle m'a dit que, si je persistais, je risquais de me retrouver seule. Pas comme une observation, comme une menace. Je lui ai répondu que j'étais déjà seule, que la différence désormais, c'était que je choisissais de l'être. Son visage s'est durci. Elle m'a parlé d'Étienne, de son épuisement, de sa colère. Elle m'a dit qu'il ne me reconnaissait plus, que je devenais injuste, égoïste, qu'à mon âge, ce genre de conflit n'était pas raisonnable. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit que je trouvais curieux qu'on s'inquiète soudainement de mon âge uniquement quand l'argent cessait d'arriver. Elle a pâli. Juste un instant. Puis elle a repris le contrôle. Elle m'a rappelé que j'avais signé, que légalement ils avaient des droits, que je ferais mieux de réfléchir avant d'aller trop loin. C'est là que j'ai compris qu'ils n'essaieraient plus de discuter. Ils passaient à autre chose, à la peur, à la pression, à l'intimidation déguisée. Je lui ai dit que la discussion était terminée, que si Étienne souhaitait me parler, ce serait calmement, sans reproche et à des conditions claires. Elle a levé les yeux au ciel. Elle m'a dit que je compliquais tout. Avant de partir, elle s'est retournée et m'a lancé que je finirais par regretter. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit sec. Dans l'après-midi, Étienne m'a envoyé un long message. Trop long. Il parlait de dettes, de conséquences irréversibles, de ce que les gens diraient. Il insinuait que j'avais perdu le sens des réalités, que je me laissais influencer par des idées absurdes. Il évoquait même la possibilité que j'ai besoin d'aide pour gérer mes affaires. Cette phrase-là m'a glacée. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une tentative de reprise de contrôle par tous les moyens possibles. J'ai relu le message plusieurs fois. Puis, je l'ai imprimé et rangé dans le dossier avec le reste, sans répondre. Le soir venu, je me suis assise à la table de la cuisine, exactement là où tout avait commencé. J'ai regardé autour de moi. La maison était silencieuse, intacte, rien n'avait explosé, rien ne s'était effondré. Il tentait de me faire croire que j'étais fragile, que je n'étais plus capable, que je devais rentrer dans le rang. Mais à cet instant précis, une certitude calme s'est imposée à moi. S'ils en arrivaient là, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu. Et ce qu'ils tenteraient ensuite serait encore plus révélateur de ce qu'ils étaient prêts à faire. Je n'ai pas répondu immédiatement, pas par peur, par choix. Après le message d'Étienne, j'ai compris que toute réaction précipitée serait utilisée contre moi. Chaque mot pourrait devenir une preuve de mon instabilité, chaque émotion un argument supplémentaire pour me retirer ce qui me restait, ma crédibilité. Alors j'ai fait exactement l'inverse de ce qu'ils attendaient. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message, court, froid, précis. Je leur ai écrit que je ne discuterai plus de mes finances par téléphone, que toute communication future devrait se faire par écrit, et que toute tentative de pression ou de remise en cause de mes capacités serait considérée comme inacceptable. Rien de plus. Pas d'explication, pas de justification, pas de sentiment. Je savais que ce message les déstabiliserait davantage que n'importe quel cri. La réponse n'a pas tardé. Sandrine a écrit en premier. Un message long, faussement calme, saturé de phrases qui se voulaient raisonnables. Elle parlait de dialogue, de compréhension mutuelle, de malentendus. Elle disait qu'elle ne voulait que mon bien. Elle ajoutait que mon message la peinait, qu'elle ne me reconnaissait plus. Je n'ai pas répondu. Puis Étienne a écrit à son tour. Son message était plus sec. Il disait que je créais une rupture inutile, que je mettais la famille en danger, qu'il ne comprenait pas pourquoi je m'acharnais. Je n'ai pas répondu non plus. À la place, j'ai fait quelque chose que je n'avais encore jamais fait de ma vie. J'ai pris rendez-vous avec un médecin, pas pour un problème de santé, pas pour me plaindre, pour laisser une trace. Je lui ai expliqué la situation calmement, les prélèvements, la pression, les insinuations sur ma capacité à gérer mes affaires. Il m'a écouté attentivement. Il m'a posé des questions précises, puis il a noté, beaucoup. À la fin de la consultation, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je semblais parfaitement lucide, cohérente et consciente de mes décisions. Il a proposé de le consigner dans mon dossier si je le souhaitais. J'ai accepté. En sortant de son cabinet, je me suis sentie étrangement soulagée, comme si j'avais posé une première pierre invisible, mais solide.
L'après-midi, j'ai appelé le notaire. Je lui ai expliqué que la situation évoluait, que la pression augmentait. Il n'a pas paru surpris, il m'a conseillé de continuer à tout conserver. Messages, appels, dates. Il m'a rappelé que prévenir ma famille n'était ni une obligation morale ni légale. Puis, il a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand une personne commence à parler de votre incapacité, ce n'est jamais anodin, c'est stratégique. Cette phrase a résonné longtemps après avoir raccroché. Le soir même, Étienne a tenté de m'appeler. 3 fois. Je n'ai pas décroché. Il a ensuite laissé un message vocal. Sa voix était différente, plus basse, presque lasse. Il disait qu'il ne reconnaissait plus la mère qu'il avait connue, qu'il avait l'impression que je cherchais à me battre contre lui, qu'il trouvait ça injuste. J'ai écouté le message jusqu'au bout. Puis, je l'ai sauvegardé. Je ne me battais pas contre lui. Je me battais pour moi. Cette nuit-là, j'ai mal dormi, pas à cause de la peur, à cause de la lucidité. Quand on ouvre les yeux sur certaines vérités, il n'y a plus de retour possible. Le lendemain matin, j'ai rédigé un dernier message. Je lui ai écrit que je ne cherchais aucun conflit, que mes décisions étaient réfléchies, que je restais ouverte à un échange respectueux mais uniquement dans un cadre clair et sans pression, et que toute tentative de me faire passer pour incapable mettrait définitivement fin à toute discussion. J'ai relu le message 3 fois avant de l'envoyer. Il n'y avait aucune colère dedans, seulement des limites. Après l'envoi, j'ai posé le téléphone sur la table et je suis allée m'asseoir près de la fenêtre. Dehors, la vie continuait. Les gens passaient, pressés, indifférents. Le monde n'avait pas changé. Mais moi, oui, ils ne contrôlaient plus mes décisions. Ils ne contrôlaient plus mon argent. Et désormais, ils ne contrôlaient plus le récit. Je savais que la prochaine étape serait décisive. Quand les mots ne suffisent non plus, certains passent à autre chose. Et j'étais prête. Ils ont changé de stratégie le 4e jour. Je l'ai compris avant même de lire le message, simplement en voyant le nom s'afficher sur l'écran. Ce n'était ni Étienne, ni Sandrine. C'était un numéro fixe, officiel, administratif. Le genre de numéro qui n'appelle jamais sans raison. J'ai décroché. La voix au bout du fil était polie, distante, parfaitement neutre. Une assistante sociale. Elle disait appeler suite à un signalement préoccupant concernant ma situation. Elle parlait lentement, choisissant ses mots avec soin. Elle voulait savoir si tout allait bien, si je gérais correctement mes affaires, si je me sentais soutenue. Je n'ai pas été surprise. Pas vraiment. Je lui ai répondu calmement. Oui, tout allait bien. Oui, je gérais mes affaires moi-même. Oui, j'étais parfaitement consciente de mes décisions. Elle a pris des notes, puis elle m'a expliqué qu'un proche s'inquiétait de possibles changements de comportement et d'une prise de décision inhabituelle. Inhabituelle? J'ai senti quelque chose se durcir en moi, pas de la peur, de la détermination. Je lui ai demandé quel proche. Elle n'a pas répondu directement. Elle m'a parlé de confidentialité, de procédure, de prévention. J'ai alors fait ce qu'il n'avait manifestement pas prévu. Je lui ai dit que j'étais prête à la recevoir, quand elle le souhaitait. Chez moi, avec tous mes documents, mes relevés, mes échanges écrits, mes décisions expliquées, calmement, chronologiquement. Il y a eu un léger flottement. Puis, elle a accepté. Rendez-vous fixé 2 jours plus tard. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée un moment assise, le téléphone dans la main. Voilà jusqu'où ils étaient prêts à aller, non plus seulement me faire pression, mais me faire passer pour incapable, me retirer toute légitimité. Étienne m'a appelé 1 heure plus tard. Sa voix était faussement inquiète. Il m'a demandé si quelqu'un m'avait contacté. J'ai répondu oui. Il a soupiré, comme soulagé. Il a dit qu'il ne faisait ça que pour m'aider, qu'il avait peur pour moi, qu'il voulait s'assurer que je ne prenais pas de mauvaises décisions sous l'influence de quelqu'un. Je lui ai demandé de qui. Il a éludé. Il a parlé de mon isolement, de mon âge, de ma rigidité récente. Il a dit qu'il ne me reconnaissait plus, qu'il s'inquiétait sincèrement. Je l'ai écouté jusqu'au bout, puis je lui ai dit, d'une voix calme, que je savais exactement ce qu'il faisait, et que désormais, tout ce qu'il dirait pourrait être consigné. Il s'est énervé, il m'a accusé de paranoïa. Il a dit que je voyais le mal partout, puis il a raccroché brusquement. Le lendemain, Sandrine m'a envoyé un message. Cette fois, le ton était presque mielleux. Elle disait qu'ils étaient prêts à discuter, à faire des concessions, à trouver un terrain d'entente. Elle parlait d'un arrangement, d'un compromis.
Je n'ai pas répondu, j'ai passé la journée à préparer le rendez-vous. J'ai classé les documents par date, j'ai imprimé les messages, j'ai noté les appels, j'ai ajouté le compte-rendu du médecin, celui qui attestait de ma pleine capacité. Tout était clair, propre, inattaquable. Le jour du rendez-vous, l'assistante sociale est arrivée à l'heure. Elle était jeune, sérieuse, attentive. Elle s'est assise à la table de la cuisine, la même table. Décidément, je lui ai tout montré, sans émotion excessive, sans accusation, juste des faits, des chiffres, des phrases écrites noir sur blanc. Je lui ai expliqué comment j'avais signé sans comprendre, comment on avait refusé d'arrêter les prélèvements, comment la pression avait augmenté dès que l'argent s'était arrêté. Elle a écouté longtemps. Elle a posé quelques questions. De moins en moins. À la fin, elle a fermé son dossier. Elle m'a regardée et m'a dit que rien, absolument rien, ne laissait penser que je n'étais pas en pleine possession de mes moyens. Elle a ajouté que le signalement lui semblait infondé, qu'elle le classerait. Avant de partir, elle a marqué une pause. Puis elle a dit doucement que ce genre de démarche, quand elle vient de proche, laisse toujours des traces. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai respiré profondément. Ils avaient tenté leur coup le plus violent, le plus dangereux, et ils avaient échoué. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message d'Étienne. Il disait simplement qu'il espérait que je ne leur en voudrais pas, qu'ils avaient fait ça par amour. Je n'ai pas répondu, parce que je savais que nous venions de franchir un point de non-retour. Après le passage de l'assistante sociale, quelque chose s'est brisé définitivement entre nous. Pas dans le bruit, pas dans le drame, dans un silence net, irréversible. Les jours suivants, plus personne ne m'a appelé, plus de messages, plus de tentatives de discussion. Étienne et Sandrine avaient disparu de mon quotidien, comme s'ils n'y avaient jamais vraiment appartenu. Ce vide aurait dû me faire mal. Il ne l'a pas fait, il m'a soulagée. J'ai compris alors que tout ce qu'ils avaient de fait jusque-là reposait sur une seule certitude, que je finirais par céder, par fatigue, par peur, par attachement. Et maintenant que cette certitude s'était effondrée, ils ne savaient plus quoi faire. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un message, pas un appel. Une lettre officielle à en-tête d'avocat. Le ton était froid, juridique, presque impersonnel. Elle parlait de clarifier la situation, de relations financières devenues conflictuelles, de désaccords familiaux regrettables. On me proposait une rencontre en présence de leurs représentants afin de rétablir un équilibre raisonnable. Je n'ai pas ressenti de panique en la lisant, juste une lassitude profonde. Cette façon de transformer une spoliation en malentendu, une pression en inquiétude, une trahison en désaccord, tout était là, fidèle à ce que j'avais vu d'eux. J'ai appelé mon notaire. Il n'a pas eu besoin de longues explications. Il m'a dit que cette lettre était une tentative de reprise de contrôle, déguisée en conciliation. Il m'a conseillé de répondre, mais pas seul, de fixer un cadre clair, et surtout de ne plus jamais accepter une discussion informelle. Nous avons rédigé une réponse brève, polie, définitive. J'y confirmais que mes décisions financières m'appartenaient entièrement, que je ne reconnaissais aucune dette morale ou matérielle, que toute tentative future de pression ou de remise en cause de mes capacités serait traitée par les voies appropriées, et que je refusais toute rencontre qui ne respecterait pas ces conditions. Quand la lettre est partie, j'ai ressenti une étrange sensation. Pas de victoire, pas de revanche, une fermeture, comme lorsqu'on referme une porte qu'on sait ne plus jamais rouvrir. Quelques jours plus tard, Étienne est revenu, pas par téléphone, en personne. Il s'est tenu devant la porte longtemps avant de sonner. Je l'ai vu par la fenêtre, il avait l'air plus vieux, plus tendu. Quand j'ai ouvert, il n'a pas souri. Il a commencé par dire qu'il ne reconnaissait plus la situation, que tout avait dégénéré trop vite, qu'ils n'avaient jamais voulu aller aussi loin, qu'ils avaient paniqué. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis face à face, sans café, sans détour. Il a parlé longtemps, de stress, d'erreurs, d'argent devenu central sans qu'il s'en rende compte. Il a dit qu'il s'était senti attaqué quand j'avais changé de compte, qu'ils avaient eu peur de perdre pied. Je lui ai demandé une seule chose. Pourquoi, quand je leur avais demandé d'arrêter, avaient-ils refusé de m'écouter? Il n'a pas su répondre. Il a fini par dire que, dans leur esprit, l'argent était déjà intégré à leur vie, que revenir en arrière leur semblait injuste, que ça leur paraissait normal. Ce mot est revenu. Normal.
Je lui ai alors expliqué calmement ce que ça m'avait fait, pas en tant que mère, en tant que personne. Être ignorée, minimisée, menacée, puis soupçonnée d'incapacité dès que je reprenais le contrôle. Il m'a regardé longtemps, pour la première fois depuis le début, sans défense, sans colère. Il m'a dit qu'il regrettait certaines choses, pas toutes, pas clairement, mais assez pour comprendre que quelque chose en lui aussi avait cédé. Je lui ai dit que je n'attendais plus d'excuses, que le temps des réparations était passé, que ce que je voulais désormais, c'était la paix, et que cette paix passait par une distance claire. Quand il est parti, je n'ai pas pleuré. J'ai fermé la porte, doucement, puis je me suis assise dans le silence retrouvé. Je savais que je venais de gagner quelque chose de plus précieux que de l'argent, une chose qu'il ne pourrait plus jamais me prendre. Le temps a fait ce que ni les mots ni les menaces n'avaient réussi à faire. Il a remis chaque chose à sa place. Les semaines qui ont suivi ont été calmes. Pas le calme tendu de l'attente, mais un calme réel, presque nouveau. Étienne n'a plus appelé. Sandrine non plus. Il n'y a pas eu de tentative de rapprochement maladroite, pas de message tardif chargé de regrets confus. Le silence s'est installé et pour la première fois, il n'était pas une punition. Il était un choix partagé même s'il n'était pas formulé. Ma pension arrivait chaque mois, intacte, je la consultais parfois, sans obsession, juste pour constater que rien ne manquait. Ce simple fait avait quelque chose de profondément réparateur. Je payais mes factures, je faisais mes courses, je mettais de côté. Des gestes ordinaires, mais redevenus pleinement miens. J'ai réorganisé la maison, lentement, pas pour effacer le passé, mais pour l'alléger. J'ai donné certains objets, rangé d'autres. J'ai déplacé la table de la cuisine, celle autour de laquelle tout s'était joué. Elle n'était plus un symbole de conflit, juste un meuble, enfin. Parfois, je pensais à Étienne, pas avec colère, avec une lucidité tranquille. J'avais élevé un homme qui, à force de compromis, avait fini par perdre de vue une limite essentielle. Cela ne faisait pas de moi une victime éternelle, ni de lui un monstre. Cela faisait de nous deux adultes responsables de ce que nous avions laissé s'installer. Je n'ai jamais regretté ma décision. Ce que j'avais repris n'était pas seulement de l'argent, c'était ma place, celle qu'on occupe sans s'excuser, celle qu'on garde même quand elle dérange. J'avais appris, tardivement peut-être, mais pleinement, que la douceur n'exclut pas la fermeté, que l'amour n'excuse pas l'abus et que se taire trop longtemps finit toujours par coûter plus cher que parler une fois. Un matin, en regardant la lumière entrer dans le salon, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais rien détruit, j'avais simplement cessé de me laisser effacer. La paix que j'avais trouvée n'était pas fragile, elle reposait sur des limites claires, sur des décisions assumées, sur une vérité que je n'avais plus peur de regarder en face. Je savais désormais que vieillir ne signifiait pas disparaître, ni renoncer à soi. Cela signifiait au contraire choisir enfin sans demander la permission. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé quelqu'un, ou si tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes à reprendre leur place, prends un instant pour la partager. Et si tu veux continuer à entendre des histoires où ceux qu'on croit faibles prouvent le contraire, abonne-toi et laisse un commentaire. Parfois, lire ou écouter suffit à se souvenir qu'on a encore le droit de dire non.